J'ai toujours dit à mes amis camerounais, le jour où il y a un changement de pouvoir en place, je viendrai, je répondrai à votre invitation et j'espère que ce jour sera là bientôt. On est là, on s'éloigne de l'objet du jour et c'est bien de mettre un peu de légèreté quand on a, même si c'est aussi un sujet évidemment très très lourd et très très dur, mais le sujet d'aujourd'hui, le trafic des nouveau-nés, nous touche tous, et Madame la sénatrice Arena a raison en disant qu'on est également touché en tant que parents. Quand j'expliquais à mes enfants, parce que quand on est père de famille, on doit parfois un peu justifier quand on s'absente le week-end parce que les enfants attendent qu'on soit présent avec eux, et quand j'expliquais le thème de la conférence aujourd'hui, ça a suscité chez eux beaucoup de questions, et c'était une discussion intéressante que j'ai eue ce matin avec mes enfants, et donc ça nous touche vraiment personnellement aussi le sujet de ces trafics de nouveau-nés. C'est évidemment un crime horrible qui touche la personne fragile, parce que c'est toujours les fragiles qui sont victimes. Ces crimes de vol d'enfants sont probablement aussi anciens que l'humanité, et ce sont toujours les faibles qui sont victimes par les abus des puissants. Et ces crimes horribles, il faut évidemment tout faire pour qu'ils puissent cesser, et voir comment on peut d'abord faire le constat dans quel contexte ces crimes ont lieu. Et pour ça, je me suis permis de faire une petite réflexion, et ce sera la première partie de mon exposé, dans l'histoire, pas ancienne, mais l'histoire récente, dans quel pays on a été confronté à cette problématique de trafic d'enfants et de vol de nouveau-nés. Et finalement, et c'est le deuxième point que je veux développer, ce constat de voir que c'est souvent dans des pays totalitaires, des dictatures. Et alors, je terminerai par des pistes de lutte pour lutter contre cette impunité, thème qui m'est cher évidemment en tant qu'avocat et comme président de la Ligue des droits de l'homme. Pour faire avancer les droits fondamentaux, on doit pouvoir mettre fin à ce cycle infernal de l'impunité avant tout. Alors, dans l'histoire, quand on parle d'enfants volés, ici dans le monde occidental, un des premiers exemples qui nous vient, c'est l'exemple de l'Argentine. En Argentine, la dictature en Argentine de 76 à 83, pendant ces années-là, il y avait un trafic d'enfants avec des jeunes mères qui étaient enlevées et enfermées en prison, la prison d'Esma, et où elles devaient accoucher, souvent cagoulées parce qu'on ne voulait pas qu'elles puissent voir le visage de leur enfant, de leur bébé nouveau-né. Et après, on les jetait à la mer directement des avions dont on ouvrait les soutes au large des côtes d'Argentine. Il y a plus de 500 cas qui ont été relevés durant ces quelques années de la dictature, et à ce jour, 102 enfants ont été identifiés. Donc il reste plus de 400 cas non identifiés d'enfants volés. L'Espagne aussi est un pays sinistrement connu pour cette problématique d'enfants volés. Ça a commencé avec Franco, et on parle en Espagne de plus de 300 000 enfants qui sont venus alimenter des circuits d'adoption, donc des adoptions douteuses, comme ils disent, ou carrément des vols d'enfants. Des spécialistes concernant l'adoption, et souvent quand un enfant sait qu'il est adopté, quand il arrive à l'adolescence ou à l'âge adulte, il a envie de remonter aux sources et rencontrer ses parents biologiques, même si voilà, l'adoption est une réalité avec de belles choses et parfois des choses plus difficiles. Et un spécialiste de l'adoption a observé que dans le cadre de ces recherches menées légitimement par les enfants devenus adultes pour retrouver leurs parents biologiques, dans 10 à 15% des cas, il se rendait compte que les papiers de l'adoption étaient soit trafiqués, falsifiés ou incomplets, pour éviter justement qu'on puisse remonter aux parents biologiques, et probablement que c'était ces cas-là de vol d'enfants et finalement d'adoption truquée. Et alors il y a en Espagne des cas terribles, il y a une clinique notamment à Madrid, la clinique de Saint-Ramon, où ils se sont finalement aperçus que cette clinique avait un taux de mortalité vraiment plus élevé que d'autres cliniques d'autres maternités. Ils avaient relevé par exemple pour un mois, et on parle là de l'histoire récente, les années 80, pour nous c'était comme si c'était avant-hier, en un mois sur 100 naissances, il y avait 37 décès. Alors qu'on est en Espagne, les années 80, on n'est pas dans une maternité sans moyens médicaux, et donc visiblement, et les causes des décès indiquées, les rapports, le registre de l'hôpital, il y a un enfant qui était décédé d'une otite, comme si un nouveau-né pouvait décéder d'une otite.
Et cet hôpital avait même mis un système en place de bébés congelés. Ils en avaient un congelé. Et quand la maman voulait voir une dernière fois son bébé avant de... parce qu'on lui annonce, voilà, il s'est brisé le cou en naissant, il est mort, etc. Mais je veux absolument le voir. Si elle insistait beaucoup, on allait chercher le bébé dans le congélateur et le bébé qu'ils ont utilisé plusieurs fois pour consoler, entre guillemets, pour que les parents puissent voir une dernière fois, soi-disant, leur bébé. Donc, des pratiques très ingénieuses, horribles, d'un cynisme froid. Et c'est toujours les ingrédients qu'on retrouve dans ces cas-là. Et on voit dans l'histoire de l'Espagne, donc la période qui s'étend de 1940 à 1990, ça s'est arrêté qu'en 1990, 300 000 enfants, ce qui a commencé comme une entreprise idéologique dans le cadre de cette dictature sous Franco, parce qu'il fallait enlever les bébés des mères républicaines qui étaient les opposants et les purifier de leurs gènes marxistes. C'était ça l'objectif idéologique au départ. Et finalement, l'objectif idéologique se mue en objectif criminel pur et simple parce que, et on y reviendra pour le cas du Cameroun, ce trafic d'enfants et ce vol de bébés génère évidemment des grosses sommes d'argent. Des bébés qui sont vendus comme ça, des couples qui ne savent pas avoir d'enfants et qui, évidemment, quand ils adoptent, veulent un bébé le plus jeune possible pour faire comme si c'était leur bébé. Et on voit même, donc en Espagne, il y a des témoignages qui disent que le système était tellement bien organisé que la maman candidate à l'adoption simulait une grossesse, allait à l'hôpital où le médecin lui fournissait, au stade différent de la soi-disant grossesse, des prothèses évolutives pour montrer qu'elle était enceinte, et ainsi, elle allait alors à la maternité faussement accoucher, enlever sa prothèse, et elle ressortait une semaine plus tard avec un bébé volé. Donc là, c'est quand les parents adoptifs sont au courant de la pratique parce qu'ils ne peuvent pas ignorer que le jeu macabre qu'ils sont en train de jouer. Mais il y a aussi tous les autres cas où finalement des parents sont sur des listes d'attente d'adoption, payent parfois des grosses sommes d'argent pour frais administratifs et ne se rendent pas compte des drames humains qui se jouent de l'autre côté avec les familles biologiques dont on a volé l'enfant. Et vraiment ce constat que ce qui part souvent dans le cadre d'un objectif idéologique se mue en objectif criminel, parce que dès qu'il y a beaucoup d'argent qui est lié, forcément les mafias criminelles, les mafias, le crime organisé s'en mêlent. Et alors, et j'en terminerai pour l'Espagne, mais le rôle de l'Église catholique, il ne faut pas se voiler la face, ces hôpitaux, c'est souvent avec des religieux, des bonnes sœurs qui sont des rouages essentiels. Dans le pire des cas, l'Église catholique qui se ferme les yeux, on l'a vu dans d'autres domaines, les abus sexuels au sein de l'Église, mais ici aussi avec des religieux impliqués dans ces trafics d'enfants. Il y a eu un cas au Maroc notamment, à Melilla, l'enclave espagnole au Maroc, où une maternité, depuis 1970, on parle de 25 000 enfants qui auraient pu disparaître, et avec à la tête de ce réseau une bonne sœur religieuse d'origine espagnole, décidément. Je ne vais pas faire le tour du monde, mais je vais quand même faire encore un petit détour par la Chine. On sait qu'en Chine, la politique de l'enfant unique a comme conséquence dommageable, c'est que quand il y a un deuxième enfant qui naît, souvent les autorités sont impliquées dans des enlèvements ou des confiscations des enfants, de l'enfant excédentaire qui vient nourrir des filières d'adoption vers l'Occident. On sait que, par exemple, en Belgique, si on veut adopter un enfant, souvent ce sera un enfant chinois parce qu'il y a beaucoup d'orphelins ou d'enfants abandonnés en Chine comme conséquence de la politique de l'enfant unique. Visiblement, ces adoptions ne sont pas toujours dans le respect des parents, des droits fondamentaux des parents biologiques et de l'enfant, malheureusement. Je pense que cette introduction historique et les différents pays nous montrent, parce que les pays que j'ai cités, c'était chaque fois des régimes totalitaires, des dictatures. Et donc je pense qu'on peut faire un lien en disant que le vol d'enfants, le trafic de nouveau-nés, c'est finalement un dommage collatéral terrible, mais d'un régime totalitaire, d'une dictature. Parce que quand on sait ce que fait un pouvoir totalitaire avec ses opposants, l'emprisonnement arbitraire, de la torture, finalement enlever un nouveau-né à sa maman
lui confisquer son bébé, c'est de la torture, c'est un traitement inhumain, c'est l'atteindre dans la chair de sa chair, sa propre chair, et finalement ça fait partie de l'arsenal des mesures horribles qu'une dictature, qu'un dictateur n'hésitera pas à infliger à ses opposants. Et donc, je le disais, crime idéologique souvent, et crime mafieux, criminalité organisée, des mafias qui s'emparent de tout ce qui rapporte beaucoup d'argent, hein, on le sait, il y a cet exemple-ci, il y a le trafic d'organes, la traite des êtres humains, le nombre de femmes africaines qui se retrouvent avec des fausses promesses de travail en Europe, en Belgique, et qui se retrouvent dans les milieux de la prostitution, exploitées dans la prostitution en Belgique, que ce soit même à Bruxelles, à Anvers, dans les quartiers chauds, tous ces trafics-là, c'est aux mains de mafias. Et finalement, dans des pays qui sont des dictatures, ce sont souvent des mafias politiques qui sont à la tête de ces pays, et je pense que malheureusement, un pays comme le Cameroun fait partie de ces pays-là. Et donc c'est un constat, et je pense qu'un pays démocratique qui a le souci de défendre ses citoyens et les droits de ses citoyens veillera à ce que ce genre de trafic-là n'existe pas. Et donc, si le pouvoir en place au Cameroun veut montrer qu'il est capable de faire des progrès sur la voie de la démocratie et le respect de ses citoyens, c'est une des problématiques qu'ils doivent prendre à bras le corps pour faire en sorte que ça cesse, qu'ils mettent fin à l'impunité, parce que sinon, c'est qu'il y trouve son compte, qu'il y trouve un avantage financier ou autre, et bas les masques, à ce moment-là, on voit que finalement, le bien du peuple, le bien des citoyens, c'est le cadet de ses soucis au pouvoir en place, et qu'il cautionne finalement par son inaction les crimes les plus horribles, et c'est ça finalement l'impunité. Alors, comment faire pour lutter contre ces crimes? Vous l'aurez compris, c'est toute la difficulté de briser l'impunité de fait qui est installée dans un pays comme le Cameroun. Je pense qu'une initiative comme celle-ci, une conférence internationale, même si c'est pas facile, c'est un thème difficile, c'est difficile de mobiliser. On est évidemment tous sensibilisés par cette histoire terrible, Vanessa, qui incarne finalement ce qui peut paraître un peu abstrait quand on parle de trafic de nouveau-nés, quand on peut mettre un visage, une histoire sur la problématique d'ensemble, ça nous touche davantage, ça nous touche au cœur de se dire le calvaire que cette femme a eu, le courage qu'elle a eu, le fait qu'elle n'a pas voulu quitter l'hôpital pendant tous ces longs mois, et puis qu'elle a été jetée en dehors de cet hôpital en pleine nuit comme une malpropre, alors que sa revendication n'était que légitime, c'est de dire je sortirai de la maternité qu'avec mon bébé. Pourquoi? Parce que partout sur Terre, quand on sort de la maternité, on a envie de sortir avec son bébé, évidemment. Alors, une conférence comme celle-ci, pour dénoncer, il ne faut pas sous-estimer le poids de dénoncer une injustice. Et les militants des droits de l'homme, partout dans le monde, quand ils sont confrontés à une injustice, à une violation de leurs droits fondamentaux, il faut commencer par la dénoncer. Et vraiment, il y a une force non négligeable dans la dénonciation. Et cette conférence-ci s'inscrit dans cette étape. Vous l'avez dit dans la présentation, c'est un premier pas. C'est le début d'un combat qui a été initié par Vanessa toute seule et qui est repris par la société civile dans son ensemble. Et vraiment, il faut continuer cette voie de la dénonciation. Il faut arriver au point où le bruit qui est fait par vous tous, par nous tous, autant au niveau camerounais qu'au niveau de la communauté internationale, que ce bruit devienne assourdissant et les force finalement à arrêter ce crime continu de trafic d'enfants. Et alors, c'est la question des poursuites. Et la question des poursuites, c'est une question très difficile, parce que ça pose comme question c'est toute la problématique d'une justice indépendante. Et là, on sait que, en particulier en Afrique, il y a un problème avec la justice indépendante. La justice n'est pas indépendante du pouvoir en place. Et c'est un des éléments essentiels d'une démocratie, c'est de pouvoir
avoir une justice qui est indépendante du pouvoir exécutif et législatif. C'est le pouvoir judiciaire qui doit pouvoir travailler en toute indépendance, qui peut justement sanctionner quand des crimes sont commis, qui est un contre-pouvoir évidemment. Tout le monde doit rendre des comptes devant la justice, du plus faible au plus haut, et malheureusement, dans des pays totalitaires, la justice, elle ne vise que les plus faibles et elle ne touche pas les puissants. Et finalement, la justice et l'indépendance de la justice, elle devrait venir des magistrats eux-mêmes, qui doivent être fiers d'être magistrats et revendiquer cette indépendance. Et dans un pays comme le Cameroun, tant que les magistrats ne revendiquent pas eux-mêmes leur indépendance vis-à-vis du pouvoir en place, ils devraient être fiers de cette indépendance, et ça demande du courage. Et ils n'y arriveront que en groupe. Ce n'est pas un juge, 2 juges, 10 juges dans leur coin qui vont se lever pour l'indépendance de la magistrature, mais c'est la magistrature en tant que telle qui doit finalement se saisir de ce principe de base et le revendiquer et faire preuve d'indépendance. Et c'est dans des dossiers comme ceux-là, de trafic de nouveau-nés, où on sait bien que ce sont des enfants qui sont arrachés à des mamans fragiles, pauvres, dont on croit qu'elles ne pourront pas se défendre et qu'elles ne pourront pas agir en justice, et ces enfants viennent pour être donnés dans des familles puissantes probablement, du monde économique, du monde, on parle même de certains originaires du monde de la magistrature même, ou du monde politique, qui justement jouissent de cette impunité. Et c'est là vraiment qu'il faut que des poursuites puissent se mettre en place devant les juridictions camerounaises, et peut-être que, et là le rôle de la société civile est extrêmement important, que la pression de la rue va forcer des enquêtes à avoir lieu. Et à un moment donné, il faut arriver à un point de basculement où une enquête par-ci, une enquête par-là, une plainte par-ci, une autre plainte par-là, va pouvoir renverser la tendance et montrer aux puissants qui bénéficient de ce trafic d'enfants que c'est peut-être pas une bonne idée de poursuivre et de faire chuter la demande, parce que malheureusement en matière de crime c'est toujours comme ça, c'est une question d'offre et de demande. Quand il y a une demande, les régimes mafieux et les organisations mafieuses s'arrangent toujours pour pouvoir répondre à cette demande avec une offre conséquente. Et finalement, cette lutte contre l'impunité, elle rejoint, et je terminerai par là, avec ma casquette de président de la Ligue des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme. Et vous êtes aujourd'hui, et pour beaucoup d'entre vous depuis longtemps, des défenseurs des droits de l'homme. Et on sait que les défenseurs des droits de l'homme, partout dans le monde, eh bien, on n'est pas sur pied d'égalité. Quand on est défenseur des droits de l'homme en Belgique, c'est facile, c'est confortable. Moi, je ne cours aucun risque. Je vis dans une démocratie. Je peux dénoncer. Je peux, je peux l'ouvrir pour dire ça ne va pas. On peut réagir face au monde politique, face au monde judiciaire. La société civile est libre. On ne risque pas l'emprisonnement. On sait bien que les défenseurs des droits de l'homme dans un pays comme le Cameroun, eh bien, ils risquent beaucoup. Ils risquent leur sécurité, ils risquent leur liberté et ils risquent même leur vie. Et des défenseurs des droits de l'homme, il y en a beaucoup qui le payent de leur liberté, ils sont emprisonnés, ou même de leur vie. Différents pays, je connais très bien le cas de M. Chebeya au Congo, ou de Ernest Manirumva au Burundi, où finalement c'est des militants des droits de l'homme qui l'ont payé de leur vie et où le pouvoir est clairement impliqué et où il y a une impunité. Et finalement, pour les défenseurs des droits de l'homme, on arrivera à instaurer et à atteindre, de mettre fin à cette impunité quand les dictatures se rendront compte, et c'est vraiment par là que je veux terminer, qu'il leur en coûtera plus cher de porter atteinte aux défenseurs des droits de l'homme plutôt que de le laisser faire son travail. Que finalement, en le laissant faire son travail, où il dénonce des violations des droits de l'homme, où il dénonce de la corruption, mais finalement, ça porte... S'ils s'en prennent à la personne, au messager, finalement, plutôt que... souvent, c'est le propre des dictatures, on s'attaque au messager plutôt qu'au message qu'il porte, on essaye d'éliminer le messager en se disant comme ça le problème est réglé. Eh bien, il faut que les dictateurs se rendent compte qu'en touchant au messager, ils auront encore plus de problèmes que quand le messager dénonçait les pratiques inacceptables. Et c'est là qu'on arrivera à renverser cette tendance et que finalement les défenseurs des droits de l'homme, par la reconnaissance qu'ils ont, par la médiatisation,
Il faut pouvoir les rendre intouchables pour leur permettre de continuer leur travail, de dénoncer des crimes comme ceux-ci, le trafic des nouveau-nés au Cameroun, pour mettre fin à cette impunité et faire en sorte que, pour l'avenir, ça ne se produise plus jamais, et si possible, que dans des cas comme celui de Vanessa, on arrive à comprendre l'énigme, à voir ce qui s'est passé, qu'elle puisse récupérer son enfant.